Comment faire pour accélérer la croissance d'une entreprise? Quelles sont les meilleures stratégies pour y arriver? Les pièges à éviter? À chaque épisode, je vous partage une conversation que j'ai eu la chance d'avoir avec un entrepreneur ou un professionnel du marketing sur le sujet. Vous allez découvrir les secrets qui se cachent derrière leur succès. Je m'appelle Robin Vézina et bienvenue sur Hypercroissance. Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, j'ai la chance de vous présenter Raphaël Paulin-Daigle. Raphaël est président fondateur de l'agence SplitBase. SplitBase, c'est une agence qui se spécialise en optimisation de conversion pour les marques de luxe, fashion et lifestyle. Donc, pourquoi j'ai décidé d'inviter Raphaël sur le podcast? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Raphaël a moins de 25 ans, mais déjà il travaille avec des clients prestigieux. Il compte parmi ses clients L'Oréal, Lancôme, Yves Saint-Laurent, Macage et Frank & Oak pour nommer que ceux-là. En plus de gérer son entreprise, Raphaël se promène partout à travers le monde pour faire des conférences devant des marketeurs, des dirigeants d'entreprises, mais aussi des entreprises du Fortune 500. Clairement, quand on parle de croissance, c'est la bonne personne. Il a de l'expérience pour non seulement faire grossir son entreprise, mais aussi pour faire grossir les chiffres de ses clients. Je vous présente sans plus tarder mon entrevue avec Raphaël Paulin-Daigle. Donc, bonjour tout le monde. Je suis aujourd'hui avec Raphaël Paulin-Daigle. Raphaël qui est un expert en optimisation de conversion. Merci pour l'invitation. Je suis content d'être ici. Raphaël, si justement, je te laisse le temps de te présenter un petit peu en quelques lignes, qu'est-ce que tu fais pour les personnes qui te connaissent pas encore? Oui, donc je suis propriétaire et fondateur de SplitBase. Donc SplitBase, c'est vraiment une agence où on aide les marques de luxe, de fashion et de lifestyle un peu, vraiment à augmenter leur vente e-commerce en ligne. Okay. Donc vraiment, on va leur aider à comprendre c'est comment que les gens agissent sur leur site web, c'est quoi ils pensent quand ils visitent le site web et quelles actions doit-on optimiser pour que ces gens-là font un achat en ligne au fond. Si tu nous parles un petit peu de ton parcours, oui, de SplitBase, mais aussi peut-être ton parcours entrepreneurial, qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à dire, je vais ouvrir mon entreprise, SplitBase, et je vais travailler avec des luxury brands? Bon, je veux dire, ça a vraiment commencé à un très jeune âge, je ne sais même pas quand, mais il y a eu un temps où j'allais encore à l'école, puis dans mon temps libre, je créais des plans de marketing. C'était vraiment une passion, j'adorais vraiment essayer de trouver comment on peut faire des stratégies de marketing, des choses comme ça. Pour moi, c'est un passe-temps. Okay. C'est vraiment là où ça a commencé. Ma première entreprise, j'étais magicien. Ce que j'aimais vraiment de ça, c'était parce qu'on pouvait créer des émotions. Donc, il y avait toujours un pattern. Puis pour moi, le marketing, ça voulait dire on crée des émotions. Donc, au fur des années, j'ai lancé quelques entreprises. La plupart d'eux n'ont pas fonctionné. Donc, belle expérience d'apprentissage. Et par la suite, quelques années passées, c'est là où j'ai joint la seule compagnie où je suis devenu employé, qui s'appelait Blockstream, qui existe toujours. Okay. Une des grandes entreprises dans le monde de Bitcoin. J'étais un des premiers employés. Et c'était juste pour voir, est-ce qu'il y a une opportunité dans le monde de Bitcoin pour moi? Si je veux faire ma propre entreprise. Finalement, j'ai réalisé non. Je suis un marketer. J'avais déjà fait beaucoup de conversion optimization aux années auparavant. Et c'est donc là, après Blockstream, que je me suis dit, OK, je me relance dans le conversion optimization, dans le marketing. Et c'est là où j'ai commencé à faire un peu du freelancing sous mon propre nom, à certaines entreprises, surtout dans le domaine du software, du SaaS, dans les débuts. On va dire que j'ai jamais été un grand fan de la structure ou d'une autorité certaine ou quelque chose comme ça. Donc, je voulais vraiment faire mes propres choses. Donc, C'était vraiment comme ça que ça a débuté. Et par la suite, c'est là on est devenu SplitBase où on est aujourd'hui après quelques années. Donc, ça a toujours été ça que vraiment débuté toutes mes aventures entrepreneuriales, que ce soit la magie ou que ce soit d'autres entreprises ici et là et maintenant. Ça a été quoi un petit peu la stratégie pour SplitBase qui t'a permis de grandir, d'avoir la croissance? C'est sûr, j'imagine que tu en veux plus, mais avoir un niveau de croissance que tu es heureux puis que tu es content, satisfait. Bon, il y a eu plusieurs stratégies, il y a eu beaucoup de changements depuis la fondation de SplitBase. Quand je regarde où on a commencé, on travaillait pas nécessairement dans le luxe ou dans le fashion. J'aidais vraiment surtout les compagnies de logiciels, les SaaS companies. Après un bout, j'ai réalisé que, un peu comme quand on fait un startup, on dit, on essaie de faire un product market fit. Genre, on essaie de trouver c'est qui le marché idéal pour notre service. Et j'ai réalisé qu'au fond, si je voulais vraiment travailler avec les software companies, il aurait fallu changer l'offre un peu. Parce que leur but, c'est pas vraiment les conversions, c'est plus réduire le churn et ainsi de suite.
J'ai aussi réalisé que vraiment le commerce en ligne me passionnait beaucoup plus que le software. Un peu au fur et à mesure, en ayant un client après l'autre, à un certain point, je me suis rendu compte que notre base de clients étaient tous des e-commerce companies, malgré que notre marketing était fait pour les SaaS companies. OK, donc quand on arrivait sur le site de SplitBase, c'était marqué Expert for SaaS companies? Ouais, Conversion Optimization for SaaS companies. OK. Puis quand même, les e-commerce, ils venaient vers toi. 100%. Okay. Genre, à un certain point, c'était uniquement e-commerce. Au fond, je parlais à un de mes mentors, Dan Martel, il m'a dit, si t'aimes plus le e-commerce, si tes clients sont e-commerce, pourquoi tu fais pas du e-commerce? J'ai dit, je sais pas. Par la suite, on s'est spécialisé dans le luxe parce qu'on s'est rendu compte que, tous nos clients ont des produits un peu plus haut de gamme. Donc, il n'y a aucun de nos clients qui compétitionne basé sur le prix. Mais ils vont vraiment compétitionner basé sur la valeur de leurs produits. Okay. Et là, je me suis dit, il y a tellement d'agences de conversion. Il n'y en a pas tant que ça si on regarde comparé aux autres types d'agences de marketing. Mais comment pouvons-nous nous spécialiser? On regarde à nos clients, c'est des clients haut de gamme. Donc, on s'est spécialisé dans l'haut de gamme. Et voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'occupe vraiment fashion and luxury, lifestyle et ainsi de suite. Fait que dans le fond, si je comprends bien, le fait que tu as fait une double spécialisation, une verticale qu'on pourrait dire, mettons, la conversion, puis une horizontale qui est ton marché, qui serait ici le luxe, le fait d'avoir pris cette décision-là de prendre ta double spécialisation dans quelque chose que t'aimes et qui était un petit peu plus naturel finalement, vers qui t'attirait, à partir de ce moment-là, tu as vu la croissance dans ton entreprise, c'est ça? Exactement. Puis qu'est-ce qui m'intéresse? Parce que dans le fond, tu positionne comme un expert de l'industrie. Tu dis, regarde, je suis l'expert, je sais comment le fashion fonctionne, je sais comment les conversions fonctionnent, mais le fait de prendre cette décision-là, est-ce que tu avais le track record derrière ou comment tu fais pour être crédible finalement du jour au lendemain aux yeux de clients potentiels? Super bonne question. De deux façons distinctes. Je dirais j'ai toujours été un étudiant de l'industrie du luxe. Comment ça fonctionnait? J'ai toujours été un grand fan du monde de fashion puis de luxe. Donc, comme je le disais, quand j'étais plus jeune, je m'amusais à créer des plans marketing pour des hôtels de luxe, des marques de luxe et ainsi de suite. J'ai toujours voulu comprendre comment ça fonctionnait et c'était toujours une passion. Mais avant même qu'on se spécialise dans l'industrie du luxe, comme je l'ai dit, au fond, c'est que nos clients, ça a donné que c'était des clients haut de gamme. Et c'est là où on a pu avoir la vraie expérience réelle, tu sais. Et par le temps qu'on s'est dit, OK, on se spécialise dans le luxe, on avait quand même travaillé avec un bon nombre de clients dans l'industrie. Mais si, justement, on rentre un petit peu plus dans le concret, parce qu'on a parlé, d'optimisation de conversion. La première idée, je pense que peut-être les gens nous écoutent, vont dire, OK, je vais faire un test AB. Au lieu que mes boutons soient jaunes, je vais les mettre rouges. Puis on va regarder si j'ai plus de clics sur mon bouton rouge. Est-ce que c'est ça là, concrètement que tu vas faire? Tu vas tester des couleurs de boutons. Je pense que c'est un process justement assez complet, right? Je pense que c'est drôle parce que quand le monde pense à Conversion Optimization, où ils veulent optimiser leur site web, améliorer leur site web, ils vont souvent dire, OK, on fait du A/B testing. Ils vont aller sur Google, ils vont googler A/B testing ideas, idée pour A/B test. Puis au fond, c'est la pire chose qu'on peut faire parce que généralement, la plupart des marques ou des compagnies, si on n'a pas au moins 1000 transactions par mois sur le site web, veut pas A/B testing, ça vaut pas vraiment la peine. On lit qu'on doit le faire et ainsi de suite, mais en question mathématique, question statistique, pour que nos résultats soient valides, on doit avoir un bon nombre de transactions. Je dis 1000 comme ça, là, mais généralement, comme je dis, pour que ça vaut vraiment la peine, c'est autour de 1000, mais c'est sûr que, il y a plusieurs exceptions qui pourraient être un podcast au complet. Mais vraiment, c'est question de comprendre c'est quoi qui arrête le visiteur d'acheter. Ou c'est quoi qui complique l'expérience d'achat en ligne. C'est vraiment ça l'optimisation. On n'est pas obligé de faire un A/B test. C'est juste question d'améliorer le site web basé sur les questions que le client va se poser durant leur processus d'achat ou leurs doutes, leurs inquiétudes, et ainsi de suite. Donc, ça que je vais recommander à la plupart des compagnies, c'est de premièrement, question processus, on va aller voir, OK, c'est où sur notre site web qu'on a notre plus gros défi de conversion? Est-ce que c'est d'amener les gens à la page produit? Est-ce que c'est que les gens ajoutent un produit à leur panier d'achat? Ou est-ce que c'est que les gens continuent du panier d'achat jusqu'au checkout? C'est où le problème? Quand on peut détecter le problème, c'est là, on va utiliser plusieurs techniques. Encore une fois, version courte. Au fond, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. On va utiliser Google Analytics, on va utiliser des systèmes comme Hotjar, et ainsi de suite, pour vraiment comprendre
les actions qu'un visiteur va faire sur le site web. Mais encore plus important, je pense, c'est de parler au client. Donc, vraiment prendre le téléphone ou même aller en boutique puis parler au manager de ces boutiques-là qui interagit avec les clients tous les jours puis essayer de voir c'est quoi les questions des clients. C'est ça que tu vas faire, littéralement. 100%. Donc, tu vas prendre la base client de ton client, puis tu vas faire des appels, tu vas envoyer des sondages. Comment ça fonctionne? On envoie des sondages, on fait du user testing, je vais m'y rendre en boutique, vraiment pour comprendre comment un client pense quand ça vient à l'achat pour cette telle marque. Dans le fond, c'est comme si les chiffres vont nous pointer le problème, mais maintenant qu'on a identifié le problème, les chiffres vont pas nous dire pourquoi il y a un problème. Fait que c'est là que la recherche parlait avec la personne de dire pourquoi tu as abandonné ton panier, c'est un petit peu ça si je comprends. Donc si tu fais un sondage à toutes les personnes qui ont abandonné leur panier, tu vas leur dire pourquoi avez-vous abandonné le panier? Ils vont marquer quelque chose et là tu vas voir le pourquoi que les gens passent pas à la prochaine étape. Si je comprends bien, c'est ça, right? Exactement. Donc, on utilise cette méthodologie-là qu'on appelle le testing trifecta. Au fond, c'est un triangle, c'est 3 étapes. Et on commence par les données, on identifie le problème, on essaie de trouver la cause du problème par l'analyse qualitative, par parler aux gens, et par la suite, c'est là on peut A/B tester. On va lancer des A/B tests, des expériences de personnalisation, et ainsi de suite, basées sur ce qu'on a appris de la recherche quantitative, donc nos données, et qualitative, qui veut dire sondage, interview, et ainsi de suite. Puis si on regarde un petit peu le volet, l'industrie du luxe en général, ça a toujours été une industrie qui fait vivre, comme tu disais tantôt, une expérience forte. T'arrives chez Chanel, tout est soigné, le staff est incroyable avec toi. Dans ce que tu vois, comment qu'on fait? Est-ce que l'expérience c'est ça le plus important en conversion sur un site web de luxe? Qu'est-ce qui va faire que les gens vont plus acheter, de moins acheter? J'adore cette question-là parce que je pense que c'est une des choses que les marques de luxe ne comprennent pas. Ils essayent vraiment de créer une expérience comme en magasin, mais sur leur site web. On le voit de moins en moins, mais on s'entend que, ce qui se passe, on va aller sur le site web d'une marque de luxe. Ils vont vraiment vendre avec leurs vidéos, leurs images, la musique, les sites web interactifs. Mais le problème avec ça, c'est qu'au fond, ça nuit souvent au user experience, à l'expérience de l'utilisateur. Puis on va pas avoir vraiment les éléments qu'on a besoin pour que les gens finissent par acheter tel objet en ligne. Donc, c'est beau de créer les émotions, mais si on peut pas avoir une expérience e-commerce qui est navigable, qui nous donne les éléments qu'on a besoin pour que quelqu'un achète, il peut être beau ton site web, mais il va pas vendre. Donc, on a besoin de quelque chose d'assez spécifique qu'on appelle un alibi, donc un alibi. Un alibi dans l'industrie du luxe. C'est le persona, finalement? C'est ça que tu veux dire, comme le client cible? Pas nécessairement. Un alibi dans le monde de conversion de luxe, je pense que je suis un des seuls qui en parle vraiment, là. Au fond, c'est vraiment question d'avoir 2 choses spécifiques sur ton site web pour peu importe l'item que tu vends. C'est le côté émotionnel et le côté logique. OK? Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment pas oublier. On veut pouvoir créer des émotions avec les images de nos produits, avec nos descriptions de produits, avec des vidéos de produits et ainsi de suite. Donc, on veut quand même communiquer la brand et le produit et qu'est-ce que ça peut nous amener comme personne si j'achète ce produit-là. Mais ça, c'est beau. Mais si on n'a aucun élément du côté logique, on peut pas juste vendre sur les émotions. Donc, c'est sûr que là, on va devoir donner une justification à l'acheteur. Pourquoi est-ce une bonne idée de faire cet achat-là? Est-ce qu'on parle, mettons, de logique free shipping? C'est-tu quelque chose de logique? D'avoir les politiques de retour, c'est quelque chose de logique? Est-ce que c'est ça que tu entends par logique? Absolument. Montrer le shipping, même si on a un objet de luxe, le free shipping va... Je suis sûr. On veut le free shipping. Ouais. C'est sûr, genre, si quelqu'un achète quelque chose de 1,000$, c'est absolument ridicule qu'il devrait payer 20$ pour le shipping. Généralement, on veut s'assurer que les concerns, les doutes, les questions comme ça sont adressées. Mais on parle surtout, comme si on regarde aux descriptions produits, le côté logique, on veut leur montrer, OK, oui, peut-être que ce manteau ici est 2,000$, puis il va te faire sentir super bien, et ainsi de suite. On a le côté émotionnel. Mais regarde la fabrication, ça vaut la peine. C'est super technique, qui veut dire que tu vas pas avoir froid en hiver. Ça a été pensé par telle et telle personne, qui sont les chefs de file pour, je sais pas, tu sais, l'industrie des manteaux, quelque chose comme ça. Donc, on veut donner ces raisons logiques-là pour que quelqu'un puisse faire un achat. Donc, on mélange émotion et logique ensemble.
Mais souvent, ce qu'on va voir, c'est qu'on a souvent juste le côté émotionnel ou de plus en plus, maintenant que les marques comprennent qu'ils doivent avoir un site web qui ressemble à un site de e-commerce, qui est vraiment navigable, on va avoir des descriptions de produits pour un item de 2-3 000 $ qui va être 3 bullet points. Mais là, OK, tu sais, tu veux un produit de 3 000 $, je m'excuse, mais tes 3 bullet points, à moins que le client connaisse déjà le produit, c'est pas assez. Peut-être pour les personnes qui nous écoutent, qui ont peut-être un e-commerce en ce moment, et je sais qu'il y a une frustration énorme de voir le nombre de paniers d'achats abandonnés. Est-ce que, par expérience, parce qu'est-ce que tu as vu, parce que ce que tu as fait, il y a quelque chose que les gens oublient à tout coup qui pourrait déjà les aider, peut-être, je sais pas, peut-être un 5%, un 10% de plus, ça serait déjà magique, mais un pattern que tu as vu toujours revenir dans ce problème-là précisément? Quand il y a un panier abandonné, il y a 2 raisons. Souvent qu'on voit le plus souvent. Donc, première raison, c'est quelqu'un qui veut juste naviguer le site web puis voir ça serait quoi le total de leur achat ou veut juste un peu faire du window shopping, du lèche-vitrine. Bon, on se promène en ville, mais de façon digitale. Mais là, il faut aussi penser qu'on a nos clients qui ajoutent des items à leur panier ou pour d'une raison ou une autre, sont pas convaincus de leur achat ou ont un certain doute. Et ça, c'est ce segment-là de clients qu'on veut vraiment convertir parce que leur potentiel d'achat est élevé, ils veulent acheter, mais il y a quelque chose qui les arrête vraiment de compléter l'achat. Et vraiment, ma recommandation, c'est d'aller et d'essayer vraiment de comprendre c'est quoi ce problème-là. Donc, il y a quelques façons qu'on peut faire ça. Ma façon préférée, la plus simple, c'est d'utiliser un outil comme Hotjar et lancer un sondage sur la page panier. Et si quelqu'un est pour abandonner le panier, on ouvre une petite fenêtre et on dit... Bon, j'ai jamais posé cette question-là en français, donc je vais dire en anglais. Donc, what's holding you back from completing your purchase right now? Donc, une question comme ça, on a plusieurs différents formats dépendant à la situation, mais c'est vraiment essayer de comprendre puis poser à l'utilisateur, c'est qu'est-ce qui vous arrête de compléter votre achat présentement? Donc, on veut vraiment comprendre ça. Et juste poser cette question-là, c'est incroyable les réponses qu'on peut... Les gens vraiment prennent le temps de répondre. Absolument. Ah ouais, OK. Donc, c'est sûr, si on n'a pas de trafic sur le site web, on s'entend, on va pas recevoir grand réponse. Mais un site web qui a quand même du trafic, on va en recevoir, puis souvent, c'est tellement évident, c'est genre comme, on n'a jamais pensé à ça. Mais comme j'ai dit, ça va être la politique de retour, le shipping qui est pas clair, ou souvent, par exemple, si une certaine marque a une promotion en cours, puis peut pas voir le rabais qui est accordé basé sur la promotion dans leur cart, ça peut être un point de friction encore une fois qui doit être adressé. Donc, par exemple, dans le cart, s'il y a une promotion en cours, on veut s'assurer que le client peut voir le total, vraiment total final de leur achat dans le panier. J'ai l'impression que qu'est-ce qui est intéressant, c'est que la plupart des gens vont assumer quelque chose, puis ils vont dire à cause de X, Y raison, les gens passent pas à la transaction, ils vont le laisser dans le panier, ils vont faire un test, ils vont perdre du temps, ils vont perdre de l'argent, peut-être qu'ils vont voir leur transaction. Toi, tu dis non, au lieu de faire un test, poser une question, vous allez avoir des réponses et à partir de ce moment-là, mettez le test en place. Exactement. Génial. Même, souvent, ça peut être surprenant, mais j'ai déjà vu certaines marques complètement changer un processus de checkout, une page produit basé sur les propres hypothèses d'une équipe. Bon, on a un problème de conversion, on se regroupe en équipe, on jase, on vient à un consensus, puis on lance une nouvelle page produit ou une nouvelle page panier. Mais si c'est juste des hypothèses qui viennent de l'équipe puis on s'est jamais renseigné auprès des consommateurs, encore une fois, on joue un jeu de devinette. Puis ça veut dire qu'on a dépensé énormément sur design, développement, et on lance quelque chose qui peut-être va fonctionner encore moins bien que ce qu'on a présentement. Donc c'est vraiment question de ayez pas peur d'aller parler à vos clients, d'essayer vraiment de comprendre qu'est-ce qui se passe pour pouvoir faire des décisions éclairées qui viennent de données et non de devinettes. Puis, mettons, je change un petit peu de sujet, Raph. Si on parle de devinettes ou en tout cas peut-être une réponse à ça, je pense que le brand qui a eu une transformation le plus fulgurante en termes de croissance, c'est Gucci dans le domaine du luxe. J'aimerais entendre ton opinion par rapport à ça. Pourquoi tu penses que Gucci, je pense que ça s'est fait suite à un changement au niveau de la direction et tout ça, mais qu'est-ce qui explique le succès de Gucci aujourd'hui? Je pense qu'il y a certaines choses qui sont vraiment intéressantes. Leur focus sur le user experience, sur le e-commerce est quand même assez gros dans l'industrie du luxe. Donc, si on compare aux autres marques similaires dans l'industrie, Gucci était un des premiers vraiment à faire leur site web super facile à naviguer. Les politiques,
tout est vraiment clair sur le site web. Bon, c'est sûr, c'est pas un site web parfait. On n'a jamais un site web parfait, mais les images sont extraordinaires. Les descriptions de produits de mémoire, là, me semble, sont quand même assez bonnes. On a un site web qui représente la marque. Et je pense que c'est surtout là que Gucci a excédé aux attentes. Je pense que c'est un site web qui représente la marque, mais qui aussi, donc, qui donne l'expérience Gucci, mais qui est aussi un site web e-commerce. Un site web e-commerce qui est facile à naviguer, facile à acheter, qui est clair, straightforward, boom. On a vraiment le bon mélange de brand, d'expérience utilisateur. Nice. Et je pense que c'est là que Gucci a vraiment réussi. Ouais, ben en tout cas, c'est ce que je trouve intéressant. Donc, à tes yeux, finalement, leur succès vient quand même un petit peu de qu'est-ce qu'on a parlé au départ, de se dire avoir un site web qui fait vivre l'expérience, mais en même temps qui est capable, qui est facile à naviguer, puis qui accroche pas, puis qui est capable de nous apporter finalement la transaction le plus facilement, simplement possible. Donc, Raph, je sais que c'est peut-être un petit peu exagéré, mais est-ce que tu as une vision, est-ce que tu as une image de où est-ce que tu te vois dans 20 ans? Ouais, 20 ans, c'est sûr que c'est un bout, mais je pense que je me vois toujours un peu dans l'industrie fashion, luxe, e-commerce, digital et ainsi de suite. Est-ce que ça va être l'agence Split Base dans 20 ans? Ben, j'espère que ce sera toujours là. Est-ce que je serai toujours en train de gérer cette agence-là? Bon, c'est à voir, mais c'est sûr que je vois tellement d'opportunités comme telle dans l'industrie du luxe et fashion et ainsi de suite que j'aimerais bien y rester. C'est sûr qu'on a de plus en plus de notoriété dans l'industrie avec le contenu qu'on crée, avec les marques avec qui on est en discussion et ainsi de suite. Je pense qu'on peut amener encore beaucoup de valeur et on a encore beaucoup de valeur à amener à l'industrie. Donc, pour tout de suite, bon, mon focus c'est Split Base et de là, bon, on va voir où ça nous mène. Cool. Puis Raph, est-ce que tu serais capable peut-être de pointer un conseil, parce que franchement, tu as gravi les échelons rapidement. Est-ce que tu es capable d'identifier le meilleur conseil peut-être qui t'a permis d'avoir cette croissance-là puis cette notoriété-là aussi rapidement? Le focus. Je pense que c'est vraiment une question de focus. Et disant ça, c'est un de mes plus gros challenges aussi. Donc, je suis vraiment quelqu'un qui aime j'attirer au shiny objects, ce qu'on dit en anglais. Une belle opportunité, j'aime bien prendre avantage d'une belle opportunité. Mais c'est vraiment question de focuser sur ce qu'on fait puis y aller à 100%. Donc, vraiment, nous, on s'est spécialisé en Conversion Optimization. Après, on a trouvé que notre niche, c'était le luxe et fashion et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment de rester focusé là-dessus. C'est vraiment ça qui nous a permis d'avoir ce succès-là et de gagner cette notoriété-là. Je pense qu'il y a encore trop d'agences, il y a encore trop de compagnies qui ont peur de se spécialiser et ont peur de fermer des portes. Oui, ça va fermer des portes. Je suis allé à travers ce processus-là 2 fois, presque 3 fois, mais ça finit toujours par en ouvrir encore plus. Se spécialiser, la spécialisation, au jour d'aujourd'hui, c'est clé. Cool. Ben, Raph, est-ce qu'il y a peut-être une question que je t'ai pas posée ou quelque chose que tu aimerais rajouter pour clore la discussion avant de passer à la ronde éclair? Bonne question, mais je pense que la ronde éclair va probablement... Parfait, fait qu'on termine sur la ronde éclair. Ouais. Donc, je te pose la question, c'est quoi le livre qui t'a le plus transformé? Pour moi, ça serait Ego is the Enemy, de Ryan Holiday. C'est vraiment un livre qui a expliqué l'ego d'une façon dont j'avais jamais vu. Donc, pas juste l'ego en sens que je veux paraître comme ça ou je veux paraître comme ça, mais vraiment la façon qu'on fait nos décisions personnelles ou dans une entreprise. Ça m'a réalisé d'où venaient certains challenges que j'avais dans l'entreprise ou comme personnel. Oh. Et ça m'a vraiment ouvert d'esprit en termes de comment vraiment penser au long terme et non au court terme. Wow, très nice. Avant l'enregistrement, Raph, on disait que tu étais un amateur de podcast. Est-ce que tu peux nous partager un podcast que tu écoutes actuellement qui te fait triper? Oui, j'adore le podcast de Jason Gaignard. C'est Mastermind Talks. Donc Jason est non seulement un bon ami, mais aussi un vrai super connecteur. Il connaît vraiment, c'est fou là, mais le nombre d'entrepreneurs qu'il connaît, c'est absolument absurde. Mais c'est un podcast qui va vraiment dans les détails du personnel, dans les détails business, des entrepreneurs des plus exceptionnels au fond du pays, Canada et les États-Unis aussi. Puis il y a pas beaucoup de podcasts
C'est un peu comme Joe Polish? Es-tu un peu de ce genre de personnes-là qui créent des événements qui connectent beaucoup les gens ensemble? Similaire. Jason et Joe Polish sont amis aussi. C'est pas mal le même réseau. Okay. On va dire, mais j'ai jamais écouté trop le podcast de Joe Polish ou quelque chose comme ça, mais je pense que Jason est quand même assez exceptionnel. Okay. Clairement, je vais l'ajouter à ma liste. Puis finalement, je sais que t'es quelqu'un quand même qui voyage beaucoup. Je sais pas si encore aujourd'hui tu en fais beaucoup, mais tu vas beaucoup dans les événements. Mm-hmm. J'aimerais ça peut-être que tu nous recommandes un événement qui, que ce soit pour toi ou dans l'industrie que tu as trouvé et que tu recommanderais à assister. Je vais te dire, j'y vais à presque plus d'événements. Okay. J'ai été quelqu'un qui faisait beaucoup d'événements, j'y allais souvent. Maintenant, vraiment, les seuls événements où je vais vont être un événement où je suis invité à conférencier ou à présenter quelque chose, ou un événement où je sais qu'il va y avoir plusieurs clients potentiels, ou que, bon, un endroit où je sais que je peux amener de la valeur à l'industrie. Le seul événement où je vais, c'est l'événement Jason Gaynard, Mastermind Talks. Mais c'est un événement 150 personnes maximum, super privé, qui au fond, par invitation seulement. Mais c'est vraiment presque le seul événement où j'y vais. Je suis allé l'année dernière, j'y vais bientôt, le mois prochain. Et c'est vraiment mon événement préféré. Oh, nice. Ben, Raph, je te dis un gros merci d'avoir accepté l'invitation puis d'avoir participé au podcast. Pour les personnes qui veulent apprendre un petit peu plus sur toi, sur SplitBase, où est-ce que tu nous recommandes d'aller? Splitbase.com, c'est vraiment le meilleur endroit pour se renseigner sur nos techniques, notre stratégie, ainsi de suite, via notre blog. Sinon, je suis quand même assez actif sur LinkedIn, certaines semaines plus que d'autres, mais j'essaye de publier là dans de la limite de caractères alloués. Ouais. Certains des meilleurs tips et avis pour comment améliorer vos sites web, soit que ce soit e-commerce, des fois c'est uniquement luxe, mais j'essaye quand même de donner le plus de valeur possible dans ces 1300 caractères-là. Donc, ben c'est super. Donc, on avait Raphaël, président fondateur de SplitBase. Merci énormément d'avoir été là. Et à une prochaine, j'espère. Merci, Robin. Wow! Quelle belle rencontre que j'ai fait avec Raphaël. J'espère que vous avez aimé l'épisode. Donc, j'aime ça terminer justement un petit peu sur qu'est-ce que je retiens de cette entrevue-là. Première chose que je retiens, il nous a parlé finalement de la clé de sa croissance pour son entreprise à lui. Ça a été la spécialisation, le focus, comme il disait. Donc, qu'est-ce que je trouve intéressant, c'est justement de l'expliquer sous la forme là, de la double spécialisation. On parle ici de choisir sa spécialité. Donc, lui, on parle de conversion. Nous, chez G7 Media, on parle de publicité Facebook. Donc, lui, c'est l'optimisation de conversion. De l'autre côté, il a choisi sa niche. Donc, à qui il s'adresse, c'est très clair, les personnes, les entreprises, c'est-à-dire dans le domaine de la mode et dans le domaine du luxe. That's it, that's all. Donc, une fois qu'on a choisi notre spécialité et qu'on a choisi notre niche, c'est là qu'on peut se démarquer de la compétition, puis c'est là qu'on peut espérer avoir une croissance rapide, et c'est exactement qu'est-ce qui est arrivé à Raphaël. C'est pour ça qu'il travaille avec les marques les plus prestigieuses au monde. Et puis, je vous rappelle, il y a moins de 25 ans. Deuxième chose que je retiens, Raphaël parlait pour ses clients, qu'est-ce qu'il faisait? C'était l'information qualitative. Donc, si par exemple, j'ai un sales funnel et pour passer de l'étape A à l'étape B, j'ai un taux de conversion de 30%. Mon objectif, c'est d'avoir au moins 35%. Au lieu de commencer à faire un test à l'aveugle selon son instinct, qu'est-ce que Raphaël recommande? C'est d'aller chercher l'information qualitative, donc l'information de son client directement. Si la personne n'est pas capable de passer à l'étape B, c'est qu'il y a quelque chose qui la bloque, et c'est là qu'il y avait une recommandation directement dans un e-commerce. Par exemple, la personne veut abandonner son panier, un petit pop-up qui apparaît, une question. Pourquoi que vous avez abandonné votre panier? Qu'est-ce qui vous a poussé à abandonner votre panier? Vous allez chercher cette information-là et là, vous avez une piste. À partir de cette piste-là, c'est là que vous allez faire votre hypothèse à travers le test. Donc, je trouvais ça hyper intéressant, le processus d'optimisation. Donc, très important. Puis, je pense que n'importe quelle personne qui a un site web peut mettre en place ce genre de stratégie-là. Pour conclure, merci infiniment d'avoir été là. Merci de votre temps. J'ai une agence qui s'appelle G7 Media. Si vous avez une entreprise et vous cherchez à accélérer votre croissance, peut-être que vous faites déjà de la publicité, mais vous avez des coûts d'acquisition qui sont hauts, vous voulez augmenter votre budget, on est des spécialistes dans ce domaine-là. Donc, que vous soyez un e-commerce ou que vous voulez aller chercher des leads à travers la publicité Facebook, contactez-nous, n'hésitez pas. Notre site internet, c'est le j7media.com. Vous pouvez nous contacter, on a un chat sur le site internet, sinon vous pouvez nous appeler directement ou par courriel. Bref, choisissez le système de communication qui vous convient le mieux.
Finalement, si vous avez aimé l'épisode, si vous avez aimé le podcast, je vous demande une chose seulement. Allez sur iTunes et laissez-moi une note. Donc, une fois que vous avez laissé une note, expliquez-moi pourquoi vous me donnez cette note-là, que ça soit bon ou mauvais, je suis prêt à prendre le feedback. Merci infiniment d'avoir été là. On se voit la semaine prochaine pour un autre épisode de Hypercroissance.